1943. L'horreur de la Seconde Guerre mondiale est à son comble. Cependant, la résistance s'organise face à l'occupation. L'espoir de libération grandit et le Conseil national de la résistance définit le 15 mars 1944 un programme d'action pour l'après-guerre. Visant à offrir un avenir meilleur au peuple de France, celui-ci prévoit de nombreuses mesures économiques et sociales telles que le vote des femmes, la création de la sécurité sociale, les comités d'entreprise, les nationalisations, dont celle des industries du gaz et de l'électricité. Novembre 1945. La guerre se termine enfin. Le général de Gaulle constitue un gouvernement avec la présence de ministres communistes. Parmi eux, Marcel Paul, résistant et déporté, devient ministre de l'Industrie. Face à des oppositions de tous ordres, il se bat, selon ses propres termes, comme un chien qui n'a pas mangé depuis 15 jours s'accroche à son os, pour l'aboutissement du projet de nationalisation conçu par le CNR. Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation d'EDF et GDF est votée. Et le 22 juin, le statut national du personnel des industries électriques et gazières est institué par décret. Viennent ensuite, dès 1947, les activités sociales gérées par le personnel, avec le Conseil central des œuvres sociales, ou CCOS, et les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, les CMCAS. La loi et le statut national prévoient leur financement par le prélèvement d'1% minimum des recettes d'exploitation d'EDF et GDF. C'est au XIXe siècle que les industries de l'énergie commencent à apparaître. L'industrie du gaz, tout d'abord, inventée par Philippe le Bon en 1799, se développe dans les grandes villes. Puis, à la fin du siècle, les premières usines électriques naissent autour de Paris. Très vite, les usages du gaz et de l'électricité se multiplient dans l'industrie, les transports, l'éclairage. Le droit à l'énergie pour tous devient une nécessité. Pourtant, la production et la commercialisation de l'énergie sont aux mains de riches industriels soutenus par le secteur bancaire. Des monopoles sont constitués. Le personnel des industries de l'énergie considère que celle-ci devrait échapper à la loi du profit. C'est aussi l'avis de Jean Jaurès. Ainsi, émerge l'idée de nationalisation à la fois pour l'énergie et pour d'autres industries vitales pour la nation. Les premières nationalisations seront réalisées durant le Front populaire avec les industries aéronautiques, d'armement et de chemin de fer. Mais ce bel élan de réforme sera bientôt paralysé par la crise économique de 1937, puis par la guerre. Dès le début du XXe siècle, le personnel des industries électriques et gazières revendique un statut, en s'inspirant de celui du personnel de la ville de Paris, conquis lors de la Commune. Cette lutte, initiée par les gaziers, est soutenue par le syndicalisme naissant. Elle commence à Paris, puis s'étend progressivement à la banlieue et à la province, et porte enfin ses fruits lors des grandes grèves du Front populaire. Un statut est établi dans toutes les sociétés de gaz et d'électricité, préfigurant le statut unique et le statut national. Tandis que le patronat, pour obtenir l'adhésion de son personnel à ses objectifs, multiplie les œuvres sociales patronales, la classe ouvrière organise sa propre solidarité. C'est une formidable entraide ouvrière qui se structure, fortement appuyée par les organisations syndicales, en plein essor depuis la loi de 1884. Ainsi, dès 1934, les premières œuvres sociales gérées par les syndicats apparaissent.
Sari, tu veux pas faire mon devoir d'histoire, s'il te plaît? Je pense que ça va au-delà de mes compétences pour le moment. Forcément. Pendant la guerre froide, les opposants à la nationalisation vont intensifier leurs attaques contre le CCOS. Gabegie, scandaleux privilège, entend-on. Le gouvernement dissout le CCOS le 17 février 1951 et confie aux directions d'EDF et GDF la gestion des œuvres sociales. Pourtant, celle-ci avait constitué depuis 1947 une formidable expérience de solidarité et d'émancipation humaine. Les électriciens et gaziers, avec les organisations syndicales, reprendront leur lutte et un nouveau décret va rendre en 1955 la gestion des activités sociales au personnel. La CCAS et le comité de coordination des CMCS sont créés. Il faudra encore attendre 1964 pour que cette gestion soit confiée aux élus syndicaux. Le personnel entre dans une nouvelle ère de solidarité et de service au quotidien, un arbre de vie qui nourrit les besoins des agents. C'est le salaire socialisé différé. Tout au long des 30 Glorieuses, la nationalisation d'EDF et GDF, bien qu'attaquée de toutes parts, réussit à faire la preuve de son efficacité économique et sociale. Cependant, la fin des années 70 voit se profiler à l'horizon une nouvelle menace, la déréglementation. Nous devons les transformer d'établissements publics en sociétés anonymes. À partir des années 80, les tentatives de remise en cause du statut national et les entraves au développement des activités sociales se multiplient. La notion de service public serait-elle dépassée? Serait-elle incompatible avec la construction de l'Europe? Avec son modèle économique fondé sur la libre concurrence? Les actions du personnel, soutenues par l'opinion publique, parviennent à ralentir la transformation des entreprises historiques, mais la loi de 2004 fait d'EDF et GDF des sociétés anonymes. L'ouverture du marché de l'électricité est programmée. Puis GDF divorce d'EDF et fusionne avec Suez pour devenir une entreprise privée, Engie. Retraite, représentation du personnel, protection et activités sociales, les fondamentaux du statut national sont révisés un à un. Alors, quel pourrait être l'avenir de la nationalisation ? Pourrait-on imaginer un pôle public élargi? Une grande coopération européenne? Comment recréer un statut et des activités sociales accessibles à tous les travailleurs de l'énergie? T'étais à côté?